Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je suis Sandrine Donzel, psychopraticienne, conférencière, formatrice et autrice du blog Est-ce comme c'est, le blog qui vous fait voir les problèmes émotionnels, relationnels, psychologiques au sens large par l'autre bout de la lorgnette. Alors aujourd'hui, dans cette vidéo, je voudrais aborder un sujet qui est très courant, qui est celui de la prise de décision. Comment prendre une décision? La réponse à cette question très courante n'est pas aussi simple qu'il peut sembler à première vue. Et j'en veux pour preuve, en fait, le nombre important de gens en difficulté de prise de décision que je peux recevoir chaque année dans mon cabinet. Décider, c'est une chose bien plus complexe que prévu, qu'anticipé. Parce qu'en fait, la prise de décision, ça met en œuvre des mécanismes auxquels nous ne sommes pas très habitués ou desquels nous nous sommes déshabitués. Et c'est précisément de ça dont je veux vous parler aujourd'hui. Alors Zou, c'est parti pour une vidéo qui va permettre d'éclairer peut-être quelques aspects de la prise de décision et j'espère qu'elle vous sera très utile. Le premier point sur lequel je voudrais venir, c'est que choisir, on sait faire. À vrai dire, c'est une de mes collègues coach qui a attiré mon attention sur la nuance entre décider et choisir. Je crois que c'était Karine Aubry, mais peut-être que c'est Cécile Guinbeau. Je vous mettrai les liens dans la description de la vidéo pour que vous les fassiez connaissance avec elle. Mais bref, effectivement, choisir et décider, ce sont deux choses différentes et souvent on les confond et de là viennent une partie de nos problèmes. Choisir repose sur une mécanique assez logique qui peut sembler tout à fait rationnelle et qui l'est d'une certaine manière. En fait, on liste les options possibles, on les évalue le plus rationnellement possible ou on croit les évaluer rationnellement. Bref, on va faire des tableaux Excel avec des critères, des pondérations et finalement, une des options finit par paraître plus tentante ou moins risquée que les autres et là, hop, c'est bon, on a choisi. On vit aussi, depuis déjà pas mal d'années, dans un monde de choix. Quel que soit le domaine, on a la plupart du temps des options multiples, des choix presque infinis. Allez vous promener dans un supermarché, regardez le rayon pâtes, voilà, ça va achever, enfin en tout cas moi ça m'a achevé de me convaincre que notre choix était juste infini. Si vous multipliez le nombre de modèles par le nombre de marques, le choix de pâtes alimentaires, ça peut donner le vertige. Et c'est comme ça pour beaucoup de choses. Donc en fait, on est un peu surentraîné sur notre capacité à choisir, faire des choix. On fait ça tout le temps. Et comme on confond choisir et décider, ça nous amène à l'illusion que on sait décider et à déployer des outils de choix sur ce qui relève de la prise de décision, alors que je le redis, décider et choisir, c'est deux activités bien différentes. Quand on confond choix et décision, qu'est-ce qui se passe? On fait des tableaux Excel pour déterminer si on doit plutôt aller dans l'entreprise X. C'est bien pour notre CV, mais bon, le poste, c'est pas forcément le truc génialissime. Ou dans la boîte Y, bon, c'est pas très bien payé, mais la nouvelle branche, ça pourrait nous intéresser, on sait pas trop. On peut faire aussi des tableaux Excel, je l'ai vu plein de fois dans mon cabinet, pour savoir si lequel, entre notre conjoint ou notre amant ou notre maîtresse, est une option plus valable que l'autre. Donc là, je fais un petit coucou à tous les gens que j'ai pu accompagner qui en étaient arrivés là. Alors, c'est pas du tout un reproche, hein, c'est juste effectivement la perturbation du processus de prise de décision qui les a amenés là. Et donc là, évidemment, ça foire. Souvent, ce qui se passe, c'est que on a beau faire varier la pondération des critères, comme par hasard, au final, toutes les options finissent par avoir le même score. Là, je pense à une de mes clientes qui cherchait justement à savoir lequel des deux hommes de sa vie était le bon. Et elle me disait, j'ai beau faire varier les pondérations, modifier les critères, je trouve toujours le même score à la fin.
Donc effectivement, on peut explorer toutes les options, explorer les bénéfices, explorer les risques et aucune issue ne nous paraît plus favorable ou plus défavorable que l'autre. Ou encore, il y a tellement de questions et d'incertitudes qui débouchent sur d'autres questions, sur d'autres incertitudes, qu'il devient impossible d'explorer chaque choix et donc de décider, en tout cas de choisir, du moins c'est ce que nous croyons. Là, j'aimerais vous amener une citation de Giorgio Nardone que j'ai déjà citée sur ce blog à plusieurs reprises ou dans mes vidéos. Cette citation, elle dit la chose suivante: « Les dilemmes indécidables de l'homme moderne résultent de la tentative de contrôler l'incontrôlable grâce au pouvoir de la connaissance. » Donc c'est là où, en croyant qu'on va explorer toutes les possibilités, on croit qu'on va se faciliter la décision, alors que ça, c'est valable pour un choix. Déjà, le chemin qui nous amène à confondre choix et décision, il commence avec une première erreur. Déjà, croire que nos choix sont purement rationnels, c'est une erreur. Et cette croyance, elle amène l'idée qu'on va pouvoir prendre une décision rationnelle, ce qui est encore plus une erreur que pour les choix. Bref, notre logique entre guillemets, de choix, ça ressemble plutôt à une belle histoire qu'on se raconte pour pouvoir croire qu'on est intelligent, rationnel, logique ou je ne sais pas trop quoi. En réalité, nos choix sont bien moins rationnels que ce que nous croyons. C'est pas forcément un problème en soi, mais mieux vaut en avoir conscience. Je vais pas développer ici tous les éléments qui se rapportent à ça, mais je vous invite à lire 2 livres. Système 1, Système 2 de Daniel Kahneman, ou encore mieux, l'excellentissime Petit traité de manipulation à l'usage des honnêtes gens de Robert Vincent Joule et Jean-Léon Beauvois. Ça, c'est très éclairant et ça remet vite les pieds sur terre sur la rationalité, sur notre prétendue rationalité, donc la vôtre et la mienne. Le paradoxe de croire à la rationalité, c'est que ça nous amène à croire qu'il faut s'appuyer sur la rationalité pour prendre une décision, alors qu'en réalité, nous sommes tout à fait bien équipés pour prendre des décisions sur base d'informations floues, incomplètes et dans l'incertitude, parce que c'est bien de ça qu'il s'agit. Décider, c'est prendre une direction dans l'incertitude. Mais on a comme désappris à faire confiance à cette partie un peu inconnue de nous qui fait des choses sans qu'on comprenne très bien pourquoi, comment. L'illusion de rationalité, ça nous rassure et ça nous incite à appliquer des méthodes de choix à des décisions. Alors, petite digression quand même, pour ceux et celles qui me connaissent, ça ne vous étonnera pas. Ce que je dis ici ne remet absolument pas en cause l'intérêt des approches scientifiques, bien au contraire. Il faut juste replacer la chose suivante, comme le disait Gregory Bateson, la science n'explique rien, elle décrit la réalité, la matérialité des faits. Donc la science, elle peut éclairer un peu l'incertitude en donnant des probabilités à certains événements. Mais évidemment, probabilité n'est pas prévision. Si la science donne une certaine vérité, une certaine tendance sur les grands nombres, elle ne permet jamais de prédire une trajectoire individuelle. Donc ça, il faut bien le garder en tête. Bon, mais là, vous êtes en train de me dire, ok, Sandrine, tu es en train de nous noyer dans ton truc, mais alors, comment on fait pour prendre une décision? Donc, déjà, je pense que vous avez bien compris que prendre une décision, ça n'est pas faire un choix logique ou pseudo-logique et évaluer les options, c'est vraiment prendre une direction sans savoir si c'est la bonne. En gros, on y va en se disant que, quoi qu'il arrive, on fera en sorte que, a posteriori, cette décision soit bonne. Si on attend d'être sûr que ce soit la bonne, on ne décide pas. Pour les fans du Seigneur des Anneaux, prendre une décision, vous savez, c'est comme Gandalf, dans les mines de la Moria, se pose un moment face à... Il a 3 options. Visiblement, il ne sait pas où aller. Il propose de se poser un moment. Il se repose, voilà. Il y en a qui font un petit somme, je crois. Et au bout d'un moment, hop, il dit « Allons, on part à droite ».
Et quand on lui demande pourquoi, il part par là, il dit: «Bah, c'est juste parce que l'air est plus frais» et sa réplique est assez drôle. Il dit: «En cas de doute, suivez toujours votre nez», qui est une façon de dire qu'il a pris un peu au hasard sur base d'informations assez subtiles. Bon, alors c'est assez drôle quand on sait que l'odorat est probablement le sens le plus connecté directement à notre inconscient, et c'est celui qui passe le moins, par l'intellect. Mais bref. Ça va attirer notre attention, évidemment, sur le fait que prendre une décision, c'est justement ça, c'est choisir un chemin sans très bien savoir pourquoi. Ça veut dire aussi que chercher la bonne solution, ou même une bonne solution, celle qui cumulerait le plus d'avantages possible avec le moins d'inconvénients possible, c'est une manière de refuser de décider. Laisser pourrir la situation, attendre que l'autre fasse le premier pas, attendre un signe, je vais en reparler un petit peu plus loin dans cette vidéo, c'est encore d'autres manières de ne pas décider. Alors à ce stade, je résume. Choisir, c'est plutôt le travail de notre part un peu rationnelle, souvent plus consciente. C'est elle qui va peser, qui va évaluer les options, les bénéfices, les risques, et qui va nous alerter à ce sujet, en bien pour les bénéfices et en stress pour les risques. Prendre une décision, c'est le résultat d'une interaction beaucoup plus subtile entre cette part un peu rationnelle, logique ou pseudologique, mais ça va plus loin. Donc c'est l'interaction entre la décision, c'est le résultat de l'interaction entre cette part-là un peu rationnelle, logique, pseudologique, mais aussi avec une part beaucoup plus inconsciente avec laquelle nous ne savons pas discuter directement. Elle est plus imperceptible, elle est plus floue. Souvent, je dis aux gens que je reçois, nous ne décidons pas, je ne décide pas, ça décide. C'est comme si on ne prenait pas de décision, mais que la décision se prend à l'intérieur de nous et à un moment donné, elle arrive jusqu'à notre conscience. Prendre une décision, pour moi, c'est un peu un processus qui ressemble à la germination d'une graine. Pendant longtemps, la graine, elle est là, dans la terre, il ne se passe rien. Et pour le jardinier qui surveille son jardin, ce temps peut sembler anormalement long et plein de doutes et plein de questions. Est-ce que la graine est morte? Est-ce que je dois arroser plus, au risque peut-être de la faire pourrir? Est-ce que je dois apporter des nutriments, du compost? Est-ce que je l'ai plantée au bon endroit? Suffisamment de soleil, suffisamment d'ombre? La petite pousse verte qui sort, est-ce que c'est ma plante ou une mauvaise herbe qui va lui faire de l'herbe et que je dois arracher? Bref, le processus de prise de décision, ça s'accompagne de beaucoup de doutes, de peurs, d'impatience. Et c'est souvent pour apaiser ces sensations désagréables que nous voulons prendre une décision. Et c'est quand nous voulons prendre la décision, nous voulons forcer le processus, que souvent, en fait, on prend le risque de perturber le processus subtil qui est en jeu dans la prise de décision. Et c'est là que je reçois en fait souvent des gens en difficulté face à un processus de prise de décision. En gros, tout mon travail de coach, de thérapeute, appelez ça comme vous voulez, face à ce type de processus de décision, ça ne va pas être de vous aider à choisir, de vous aider à trouver les meilleurs critères, mais ça va être d'éviter, moi déjà, de perturber votre processus de prise de décision et de vous aider à éviter de le perturber le plus possible pour que il reprenne son cours spontané, naturel, entre guillemets, qui va permettre à la décision de se prendre. Évidemment, ce travail nécessite de mettre au jour souvent les émotions associées, d'accompagner, de soutenir face aux doutes, face aux peurs qui se manifestent, et tout ça peut prendre, comme dirait l'autre, un certain temps. Alors, on en vient au fait maintenant, quelques astuces pour faciliter le processus de prise de décision, ou en tout cas, pour éviter de le bloquer.
Alors déjà, démarrer un processus de prise de décision par une logique de choix, c'est pas une erreur, hein. J'ai un peu opposé les deux, mais il faut quand même faire ce travail de choix à un moment donné. Ça permet d'éliminer les problèmes les plus évidents, on va dire, de se préparer aux événements les plus probables, de se sentir un peu mieux armé face à l'incertitude. Donc si vous ne l'avez pas fait, évidemment, c'est par là qu'il faut commencer. Quelles sont les conséquences positives, négatives de mes choix? Pour les conséquences négatives, qu'est-ce que je dois faire pour m'y préparer? Est-ce que j'ai besoin d'assurer mes arrières financièrement, matériellement? Je ne sais pas, selon le type de décision. Voilà, ça c'est un premier travail qui est évidemment indispensable. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez besoin de le faire. Ensuite, l'idée, c'est de diminuer le plus possible la pression face à la prise de décision. La pression est très perturbatrice du processus spontané. C'est comme si vous tiriez sur la graine pour essayer de la faire germer plus vite. Évidemment, ça ne va pas marcher et ça peut endommager la graine et du coup, coincer tout le processus. Bon, si vous arrivez à prendre facilement une décision, vous pouvez arrêter de regarder cette vidéo, mais vous n'êtes probablement pas arrivé jusque-là et vous pouvez retourner à votre vie normale. Mais si vous êtes coincé dans un processus de prise de décision, moi je vous propose de vous autoriser à ne pas décider pendant un laps de temps défini. Attention, pas ad vitam aeternam, mais pendant un temps clairement exprimé, au bout duquel vous referez le point sur où vous en êtes de votre prise de décision. Et on verra le point après qui est hyper important. Donc ce temps, ça peut être 1 heure, une journée, une semaine, un mois, qui dépend évidemment de l'échéance de la décision que vous avez à prendre. Et pendant ce temps-là, vous vous interdisez de prendre une décision, mais vous collectez des données, c'est le point sur lequel je reviens juste après, et au bout du laps de temps, vous vous demandez: ok, est-ce que je me sens plus à même de prendre une décision maintenant ou est-ce que j'ai besoin de collecter encore de l'information? Et ainsi de suite, jusqu'à temps que la décision se prenne. Venons-en justement à cette idée de collecte d'informations. Je l'ai traduit par « arrêtez de vouloir vous rassurer ». Je sais que c'est paradoxal, mais en fait, pour nous rassurer, souvent, on cherche des signes indiquant que la voie envisagée est bonne ou mauvaise. C'est une tentative de réduire l'incertitude, donc de réduire la décision à un choix. Alors, il y a plusieurs problèmes avec ça. D'abord, ça, c'est une manière d'extérioriser la décision. C'est l'extérieur qui me dit quelle décision je dois prendre, et ça ne marche pas. Ensuite, en phase de stress lié à la prise de décision, en fait, le stress va nous mettre en état de survigilance et on arrive un peu moins à prioriser les informations qui nous arrivent. En gros, on va donner une importance démesurée, on va surinterpréter tout ce qui se passe, le moindre détail pourrait devenir significatif, donc à chaque micro-événement, on va essayer d'en tirer une conclusion sur ce qu'on doit faire ou ne pas faire. Donc on va collecter tout ce qui se passe et on va confondre les données, c'est collecter tout ce qui se passe, et les informations, c'est-à-dire le sens général que les données transmettent. Alors là, je fais un petit coucou à mes amis statisticiens et ingénieurs, parce que oui, je suis à la base ingénieur en mécanique, et que du coup, ça me sert, y compris quand je fais de la psychologie, d'aimer les maths et les statistiques, comme vous pouvez le constater, parce que je trouve ça hyper intéressant de faire la différence entre les données, un nuage de points, et l'information, la tendance générale que traduit ce nuage de points. Alors ça, c'était pour les matheux. Pour les non-matheux, on va le faire autrement. C'est un peu comme si vous regardiez un tableau pointilliste et que vous essayez de savoir ce qu'il représente en vous concentrant sur quelques points uniquement, au lieu de regarder le tableau dans son ensemble. Et ça, c'est ce qui se passe quand on essaye de forcer la décision. Pour mieux illustrer ça, allez voir l'article sur le blog qui correspond à cette vidéo. J'ai mis une illustration basée sur un tableau de Paul Signac. Je pense que ça sera éclairant pour vous. Voilà, j'allais dire les 3 précautions, les 3 astuces qui peuvent vous aider à faciliter la prise de décision, en sachant, évidemment, je le redis, que se faire accompagner quand la prise de décision est vraiment difficile, douloureuse et met en jeu des choses émotionnellement, affectivement complexes, ça peut être aidant. Je rajoute une petite chose sur le collectif.
En collectif, souvent en entreprise, je vois des gens, des managers, des chefs d'entreprise essayer de convaincre les gens que leur décision est la bonne. Alors, c'est souvent le signe que vous essayez de les rassurer en faisant passer votre décision pour un choix. Puisque justement, la décision, en fait, n'a pas à être bonne a priori, mais on doit la rendre collectivement bonne a posteriori. Donc face à une décision, il ne s'agit pas de convaincre. Là aussi, on peut, essayer de convaincre les gens, ce qui peut peut-être, les amener à nous suivre, à adhérer. Mais face à une décision, l'idée, c'est plutôt de leur donner envie de nous suivre, quel que soit le contexte. Là, je vous renvoie à Gandalf, dans Le Seigneur des Anneaux, pour ceux qui ne connaissent pas. Et donc, inciter les gens à nous suivre, ça suppose confiance et leadership. C'est des piliers qui se développent sur le long terme et pas seulement au moment où on doit faire adhérer à la décision. Ça me fait penser aussi, petit aparté, qu'en fait, ce n'est pas aux décisions qu'on adhère, mais à la personne qui les prend ou aux valeurs que cette personne transmet. Bref, c'est un tout autre sujet. Voilà, je vous dis juste quelques mots par rapport à ça. Voilà, j'espère que cette vidéo a été éclairante pour vous sur la différence entre choix et décision, qu'elle vous a donné 2-3 petites astuces utiles. Évidemment, si vous êtes bloqué dans un processus de décision, je ne saurais que trop vous encourager à vous faire accompagner par moi ou par quelqu'un d'autre, mais quelqu'un qui comprend bien les mécanismes de prise de décision et qui ne va pas vous inciter ou à perfectionner votre mécanisme de choix alors que vous êtes face à une décision. J'espère que ça vous a donné de la clarté par rapport à ça. Si cette vidéo vous a plu, vous a été utile, vous pouvez évidemment liker, partager, commenter parce que ça me donne de la visibilité. Vous pouvez aussi, et ça me fera très plaisir, vous abonner à la chaîne YouTube. Juste en dessous, cliquez bien sur la petite cloche pour être sûr de recevoir les infos quand je publie une nouvelle vidéo. Mais vous pouvez aussi, si le cœur vous en dit et si votre porte-monnaie vous le permet, me faire un don unique ou récurrent tous les mois sur Tipeee, la plateforme de pourboire participatif. Vous pouvez laisser un avis sur Facebook, sur Google Maps, me recommander sur LinkedIn, là aussi, si le cœur vous en dit. Et encore une fois, n'hésitez pas à commenter, liker, partager si vous pensez que cette vidéo peut être utile à d'autres personnes. Merci et à bientôt pour une prochaine vidéo ou un prochain article sur le blog.